Chapitre 1. La fête d'été à Rose Hill. Le village de Rose Hill ne ressemblait à aucun autre dans ce coin d'Angleterre. Des ruelles tranquilles ombragées par des ormes centenaires, une mare aux canards dont les eaux ne semblaient jamais onduler plus que modestement, et des cottages dont les jardins produisaient des roses au parfum si intense qu'on les croyait imprégnés de secrets anciens. Pour le visiteur occasionnel, Rose Hill semblait préservée du tumulte du monde extérieur. Mais ceux qui y vivaient savaient que le cœur du village battait le plus fort lors de ces rassemblements, notamment lors de la fête estivale annuelle sur la pelouse du presbytère. Cet après-midi de juillet était magnifique, avec un ciel d'un bleu doux qui promettait l'absence d'averses soudaines, et une brise tiède qui apportait des parfums mêlés de lavande, de génoises fraîchement cuites, et provenant de quelque part près de la salle paroissiale, l'odeur piquante du cirage utilisé pour les prix en argent. Les tables s'étaient dressées avec des confitures alignées comme des joyaux, des écharpes tricotées main malgré la saison, et bien sûr, l'incontournable tente à thé, où les scones de Madame Pettigrew étaient réputés pour rivaliser avec ceux de Madame Wilton, même si aucune des deux dames ne voulait le reconnaître. Miss Jane Marple, assise un peu à l'écart de l'agitation dans un fauteuil en osier fourni par le jeune curé obligeant, observait la scène avec un regard doux et vif. Elle avait appris depuis longtemps que les conversations les plus intéressantes se déroulaient rarement au milieu d'une foule. Un siège en bordure offrait un angle idéal pour entendre ce que disaient les gens lorsqu'ils se croyaient passés inaperçus. De sa place, elle pouvait voir le colonel Harbottle tenter de gagner le coco timide, le visage rouge d'effort. Elle pouvait entendre la femme du vicaire rappeler à tous ceux qui se trouvaient à sa portée le fonds pour le toit de l'église. Et elle pouvait observer, sans en avoir l'air, la curieuse façon dont Madame Cynthia Bell, nouvelle au village, regardait par-dessus son épaule chaque fois qu'elle entrait dans la tente à thé, comme si elle s'attendait à moitié à une apparition indésirable. C'est tandis que Miss Marple notait ces détails, insignifiants pour les autres, mais jamais pour elle, que l'harmonie de l'après-midi fut troublée. L'après-midi commença assez doucement, avec un fracas dans la tente à thé. La porcelaine n'était pas une victime rare de ces rassemblements, mais l'exclamation soudaine qui suivit, un cri aigu, vite étouffé, prit un ton tout autre. Les têtes se tournèrent. Madame Pettigrew émergea, les mains flottant autour de son tablier, le visage pâle sous son ample chapeau de paille. Il y a eu... Oh là là, quelque chose est arrivé, parvint-elle à dire d'une voix tremblante, dans la tente. Monsieur Latham, il est tombé. Un murmure s'éleva, se propageant comme des ondulations sur l'étang. Quelques instants plus tard, un groupe de villageois se précipita vers la tente à thé, mêlant curiosité et inquiétude. Miss Marple, bien que ne se déplaçant pas plus vite que son âge ne le lui permettait, se retrouva bientôt sur le seuil. Là, à même le sol, près d'une table où tasses et soucoupes gisaient éparpillées comme les vestiges d'une catastrophe, gisait M. Alfred Latham, propriétaire de l'unique boutique d'antiquités de Rose Hill. Son visage autrefois rougeaud était maintenant étrangement gris, ses membres de travers affalés sans dignité, et près de sa tête, curieusement déplacée, se trouvait le couvercle brisé d'une théière. Une théière en porcelaine à l'ancienne, ornée de myosotis bleus délicatement peints sur le bord. Un silence s'abattit, rompu seulement par la voix fluette de Madame Wilton. « Il est mort. Je le sais. Il est mort comme un clou. » Le gendarme du village, le jeune sergent Pierce, se fraya un chemin, l'air gonflé d'importance. Il s'agenouilla, prit son pouls, puis leva les yeux, grave et certain. « J'ai bien peur que Madame Wilton ait raison. Monsieur Latham est mort. » Le choc de l'annonce se répandit rapidement. Mort ? À la fête ? Impossible. Et pourtant il était là, les yeux fixés dans le vide, un couvercle de théière brisé à côté de lui, comme un accompagnement absurde à une tragédie. Alors même que le gendarme commençait à envoyer chercher le médecin, les yeux de Miss Marple ne se posèrent pas sur le corps du pauvre homme, mais sur les expressions rassemblées autour d'elle.
Madame Bell, dont le soulagement semblait étrangement en guerre avec son choc, le colonel Harbottle, dont la moustache se hérissait comme s'il était offensé par une telle inconvenance, la jeune Emily Carter, la femme de chambre de l'auberge, pâle comme du linge et agrippant son bras comme pour se stabiliser. Un décès au village était toujours source de tristesse. Mais Miss Marple, qui avait compris depuis longtemps que la nature humaine était rarement aussi simple qu'elle le paraissait, ne pouvait s'empêcher de penser, derrière les voix tremblantes et les regards affligés, que quelque chose de plus complexe s'était produit à Rose Hill cet après-midi-là. Et, d'une certaine manière, elle en était certaine, le mystère du couvercle brisé de la théière n'était absolument pas dû à un accident de porcelaine. Chapitre 2. Murmure dans le village. Le soir, la fête n'était plus qu'un souvenir, bien que loin de la gaieté escomptée après la décoration des guirlandes et l'installation des tables à tréteaux. Les stands avaient été démontés à la hâte, les gâteaux à moitié consommés emballés à la hâte, et la pelouse du presbytère était plongée dans un silence feutré, comme pour désapprouver la fin malheureuse de la journée. Les villageois s'étaient dispersés en groupes, la voix basse, les regards errants. Rose Hill, malgré sa tranquillité, avait toujours prospéré grâce aux conversations. Un scone brûlé, une dispute de jardinier, même l'arrivée d'un nouveau chapeau à la messe du dimanche. Tout cela suffisait à alimenter une matinée de spéculation. Une mort subite en pleine fête était tout autre chose. Le village en bourdonnait, telle une ruche dérangée. Au bureau de poste, Madame Gibbons s'est penchée sur le comptoir pour dire à Madame Wilton qu'elle avait toujours. Elle soupçonnait que le pauvre Monsieur Latham n'était pas en pleine forme. « Il aime trop la nourriture riche, voyez-vous » murmura-t-elle en baissant la voix juste assez pour en amplifier l'effet. Cette couleur sur ses joues n'était pas de la vigueur, mais de l'excès. Madame Wilton, qui s'était tenue plus près que quiconque lorsque l'agent avait constaté le décès de l'homme, secoua la tête avec insistance. Ce n'était ni de la nourriture ni de la boisson. Croyez-moi, il y avait quelque chose d'anormal dans sa chute. Une crise peut-être. Mais pourquoi le couvercle de la théière est-il cassé, je vous le demande ? Pourquoi cela ? À l'auberge où les clients du soir se rassemblaient plus tôt que d'habitude, les théories se multipliaient. Le colonel Harbottle, déjà revigoré par 2 whisky, déclara qu'il s'agissait clairement d'une insuffisance cardiaque. Une chute comme ça, en un instant, classique. Aucun mystère, les médecins le confirmeront. Mais qu'en est-il du couvercle, colonel ? Demanda Emily Carter, pâle et les yeux écarquillés, qui avait été mobilisée sous la tente à thé et ne parvenait pas à se débarrasser de l'image. Pourquoi était-il cassé à côté de lui ? Un accident de chute, dit le colonel d'un ton dédaigneux. Ce sont des choses qui arrivent. On casse assez de vaisselle à une fête et personne ne s'en aperçoit. Croyez-moi, c'était tout. Pourtant, tout le monde ne s'est pas laissé convaincre aussi facilement. Madame Pettigrew, en larmes depuis l'incident, a affirmé à la femme du boucher qu'elle avait entendu M. Latham crier avant qu'il ne s'effondre. Pas un halètement, pas un étranglement, mais un cri, comme si, oh là là, comme si quelqu'un l'avait frappé. Il était peut-être inévitable que les soupçons s'installent. M. Latham n'était pas apprécié de tous. Après tout, il était antiquaire, et ceux qui exercent sa profession sont souvent accusés de vendre leurs trésors trop cher et de payer trop bas les babioles qu'ils acquièrent. Plus d'un villageois avait des raisons de se sentir offensé par lui, offensé, voire pire. Pendant ce temps, Miss Marple s'était retirée dans son logement impeccable à la lisière du village. De la fenêtre de son salon, elle pouvait apercevoir les derniers rayons du soleil couchant s'estomper sur les haies. Elle était assise avec son tricot, des chaussons pour la nièce de sa femme, de chambre cette fois, et réfléchissait. Le couvercle cassé de la théière la troublait. Non pas en soi, peut-être. La porcelaine était fragile, les accidents fréquents, mais en raison de sa particularité. On ne transportait généralement pas de théière sous les tentes de fête, sauf pour s'en servir. Et celle-ci, avec son délicat motif de myosotis, elle était certaine de l'avoir déjà vue, même si pour l'instant, elle ne pouvait la situer.
Les voix du village résonnaient faiblement dans ses pensées. Une maladie soudaine, un cœur faible, des excès. Oui, tout cela était possible. Et pourtant il y avait quelque chose sur le visage de Madame Bell. Madame Bell, si nouvelle au village et si curieusement soulagée à l'annonce de son décès, qui semblait trahir la réaction naturelle d'horreur. Le soulagement n'était pas l'expression que l'on arborait face à une mort subite. Miss Marple sourit faiblement, ses aiguilles claquant. « La nature humaine, après tout, » murmura-t-elle. « Elle se manifeste, même si on le souhaite. » Chapitre 3. Les premiers fils. Le lendemain matin se leva dans un calme trompeur. Les roses du jardin du presbytère, intactes malgré le désordre de la veille, brillaient faiblement de rosée. Les enfants portaient leurs cartables à l'école, les bouteilles de lait tintaient sur le pas des portes, et la charrette du boulanger roulait dans le chemin comme si de rien n'était. Pourtant, sous cette apparence ordonnée, Rose Hill était agitée. La mort de M. Alfred Latham, qualifiée de soudaine et naturelle par certains, avait laissé trop de questions en suspens pour d'autres. Le médecin, appelé tardivement, avait hoché la tête en regardant le corps et promis un rapport en temps voulu. « Le cœur, très probablement, » murmura-t-il, mais il n'avait pas semblé très confiant. Le sergent Pierce, agent de police, avait répété son opinion. Rien de plus que la nature qui suit son cours, avec un peu trop de fermeté, comme pour se convaincre lui-même et convaincre ses auditeurs. Miss Marple vaquait à ses occupations habituelles avec sa sérénité habituelle. Elle se promenait dans le village, échangeait des plaisanteries avec Madame Gibbons à la poste et admirait les roses trémières de Madame Pettigrew, maintenant dans toute leur splendeur estivale. Pourtant, tandis qu'elle avançait tranquillement dans les ruelles, elle gardait précieusement chaque remarque, chaque étincelle d'expression, avec la même attention que d'autres réservent à la cueillette des baies. Dans la vitrine de la Thames antique, les rideaux étaient toujours tirés. Une note manuscrite, épinglée de travers, disait « Fermé jusqu'à nouvel ordre ». Certains villageois s'arrêtèrent pour l'observer, comme s'ils s'attendaient à ce que la porte s'ouvre et que la silhouette imposante et familière en sorte. Mais bien sûr, ce ne fut pas le cas. Miss Marple se tenait là, elle aussi, observant non pas le mot lui-même, mais la légère trace sur la vitre, là où une main avait récemment appuyé. Curieux, pensa-t-elle. L'empreinte était basse, trop basse pour la taille de M. Latham, et le contour, aussi flou soit-il, paraissait élancé. Elle ne dit rien, bien sûr. Au coin de l'auberge, elle rencontra Madame Cynthia Bell, qui semblait avoir peu dormi. Madame Bell était encore une énigme pour le village. Jeune, bien habillée, avec des manières oscillant entre charme et inquiétude. Elle avait loué un cottage sur le chemin 6 mois auparavant, affirmant apprécier le calme de la campagne. « Ma chère Miss Marple !» s'exclama Madame Bell, avec un sourire plus nerveux que chaleureux. « Quelle histoire choquante hier! Je déclare que je ne boirai plus jamais de thé sans y penser. » Les yeux bleus de Miss Marple la fixèrent avec douceur. « Oui, ma chère, la mort jette une ombre même sur les choses les plus ordinaires. Pourtant, hier, vous vous êtes ennuyée avec un sang-froid remarquable. »« Ah oui ?» La jeune femme rougit. « J'étais trop choquée pour pleurer. On ne se comporte pas toujours comme on l'attend. »« Pas du tout, » acquiesça Miss Marple. « C'est rare. C'est ce qui rend la vie si intéressante. » Madame Bell murmura un adieu et s'éloigna d'un pas vif. Miss Marple, son sac à tricot soigneusement calé sur son bras, reprit sa promenade avec un léger sourire. Du soulagement, toujours. Oui, il n'y avait pas à s'y tromper. Le soulagement était étrange pour quelqu'un qui avait été témoin d'une mort subite. Plus tard dans la journée, Miss Marple fut invitée à prendre le thé chez l'épouse du vicaire, Madame Dane. L'assemblée était restreinte. Madame Pettigrew, aux yeux rouges mais volubiles, et le colonel Arbottle, désireux d'impressionner avec ses théories. La conversation reprit inévitablement sur le thème de la fête. « J'étais la plus proche, après tout, » dit Madame Pettigrew en s'essuyant les yeux. « Je sais que je l'ai entendu crier. Pas un gémissement ni un halètement, mais comme s'il avait été surpris.
Et puis ce terrible fracas, de la porcelaine partout par terre, et le pauvre homme étendu là. « Un accident », dit le colonel Harbottle en frappant du poing sur sa canne. « La théière est tombée, le couvercle s'est brisé, l'homme est tombé, le cœur a lâché. Point final. » Madame Dane, plus pensive, se pencha vers mademoiselle Marple. « Mais la théière, Jane, celle avec les myosotis peints, j'ai cru la reconnaître. Elle fait sûrement partie du service du presbytère. Ma tante nous l'a donnée il y a des années. Elle a été égarée, et nous n'avons jamais su ce qu'elle était devenue. » Les aiguilles à tricoter de Miss Marple claquèrent une fois, puis deux, avant qu'elle ne réponde. C'est curieux, en effet. La Chine a le don de réapparaître, parfois dans les endroits les plus inattendus. Le colonel Harbottle grogna, rejetant la remarque. Mais l'esprit de Miss Marple avait déjà fait un bond en avant. Une théière perdue au presbytère, retrouvée cassée à la fête, à côté du corps de M. Latham, un antiquaire connu pour acquérir des objets par des moyens parfois peu transparents. Une empreinte de main trop basse sur la vitrine de sa boutique. Le soulagement d'une veuve au lieu du chagrin. De petites choses, des broutilles même. Pourtant, Miss Marple avait appris depuis longtemps que la vérité se cachait souvent dans de tels fragments. Et elle se demandait, en sirotant son thé, si Rose Hill était sur le point de révéler une histoire bien plus sombre que quiconque ne le soupçonnait encore. Chapitre 4. Le cas du gendarme. Le deuxième soir après la fête, le sergent Pierce avait gagné en autorité. Encore jeune homme, aux ambitions dépassant les limites paisibles de Rose Hill, il était déterminé à s'imposer en faisant preuve d'une efficacité redoutable. Une mort subite lors d'un rassemblement public, c'était le genre même de test qui permettait de juger une carrière. Il avait bien sûr parlé au docteur Miles, qui avait examiné feu M. Latham. Le médecin avait rendu son verdict avec prudence. Une faiblesse cardiaque, très probable. Il y a cependant quelques marques au niveau de la gorge qui méritent d'être examinées. Rien de concluant. Je ne me prononcerai pas davantage sans l'avis du coroner. Le sergent Pierce, cependant, avait saisi la mention des marques à la gorge, comme s'il s'agissait d'un étendard brandi en sa faveur. Il commença à mener des interrogatoires avec détermination, son carnet à portée de main. Et le lendemain matin, on l'entendait dire à quiconque l'interrogeait qu'il était parfaitement convaincu du coupable. L'annonce arriva, comme c'est souvent le cas dans les villages, non par proclamation officielle, mais par les murmures des ragots. Lorsque Miss Marple arriva au cottage de Madame Wilton pour lui apporter un pot de confiture de framboise, de sa propre fabrication et excellente, la nouvelle était partout. La jeune Emily Carter, la femme de chambre de l'auberge Rose & Crown, avait été interpellée. « Elle est impliquée jusqu'au cou, croyez-moi, » déclara Madame Wilton en versant du thé avec délectation. « Je l'ai vue debout sous la tente, pâle comme la mort, et elle a laissé tomber une soucoupe quand le pauvre homme est tombé. L'air coupable. Et tout le monde sait que M. Latham la pressait toujours de faire des courses, lui demandant de lui apporter des choses de l'auberge. Suspicieux, à mon avis. » Miss Marple accepta sa tasse de thé d'un hochement de tête poli. « Oui, tout à fait. On pâlit sous le choc. Je me souviens d'une écolière qui s'était évanouie à la simple vue d'une souris, alors qu'elle n'en avait jamais fait de mal. » Madame Wilton, inflexible, insista. « Et on dit qu'il lui a prêté de l'argent ? Oh oui, le sergent Pierce l'a dit. Lui-même à Madame Gibbons. De l'argent et une somme considérable. Et puis il a menacé de le dire à l'aubergiste si elle ne le remboursait pas. Naturellement, elle ne pouvait pas. La pauvre fille est partie de rien. Je ne serais pas surpris qu'elle le frappe par désespoir. » Miss Marple sirotait son thé, les yeux baissés avec pudeur sur son sac à tricot. Argent, désespoir, ragot, tout cela cadrait parfaitement dans un tableau. Trop parfaitement, peut-être. Cet après-midi-là, elle fit une promenade délibérée jusqu'au Rose & Crown. L'auberge, avec ses murs blanchis à la chaux et son enseigne affaissée, avait connu des jours meilleurs, mais elle restait le cœur de nombreuses soirées villageoises. Elle trouva le propriétaire, M. Carter, polissant des verres avec mauvaise humeur. « Ma fille n'est pas une meurtrière, Miss Marple, » lâcha-t-il avant qu'elle n'ait pu dire un mot. « Elle est colérique, certes,
et négligente avec son salaire, mais jamais de sa vie elle ne ferait de mal à qui que ce soit. Et ce Latham, il la poursuivait toujours pour faire des courses. Il lui faisait apporter des colis à des heures indues. Elle a dit un jour qu'elle pensait qu'il s'occupait de choses qui ne lui appartenaient pas. Vraiment? La voix de Miss Marple était douce, presque distraite. Des colis à des heures indues. C'est curieux. Curieux ou pas, c'est vrai. Mais essayez d'en parler à Pierce. Il est trop déterminé à procéder à son arrestation. En rentrant chez elle, Miss Marple s'arrêta de nouveau devant la boutique d'antiquités au volet fermé. L'empreinte de main sur la vitre était toujours là, faible mais visible sous la bonne lumière. Elle toucha l'endroit de ses propres doigts gantés, mesurant la taille. Non, ce n'était pas la main d'un homme, et cela ne ressemblait pas non plus à celle d'Emily Carter, qui était plus grande qu'elle ne le pensait. Et elle repensa au couvercle de la théière, peint de myosotis, qui avait appartenu au presbytère. Pourquoi se serait-il brisé à côté de M. Latham s'il n'avait pas été en sa possession? Et comment était-il arrivé là? Le sergent Pierce se féliciterait sans doute bientôt de sa solution impeccable. Mais Miss Marple, qui avait vu trop de solutions impeccables tourner au vinaigre, se contenta de secouer la tête en franchissant la porte de son cottage. « Pauvre Émilie !» murmura-t-elle en mettant sa bouilloire à bouillir. « Ce sont toujours les innocents qui paraissent les plus coupables quand la peur les envahit. Mais j'imagine que la vérité est bien plus complexe. » Chapitre 5. Chuchotement derrière les rideaux. En milieu de semaine, Rose Hill était plongée dans une véritable fièvre de conjectures. Le sergent Pierce, avec son air de gravité officielle, avait fait savoir qu'Emily Carter était toujours soumise à un interrogatoire serré. Cette phrase, prononcée avec beaucoup d'importance, était répétée dans les salons et les allées des jardins comme pour sceller sa culpabilité. Pourtant, sous les plus fortes proclamations de certitude, courait un flot de doutes plus discret. Miss Marple, marchant avec son ombrelle dans les ruelles étroites, observait les gens se rapprocher pour discuter. Les rideaux bougeaient à son passage. Le village, elle le savait, emmagasinait des bribes de ragots comme des écureuils avec des noix. Et avec le temps, ces bribes formeraient des schémas, vrais ou faux. Chez le marchand de légumes, elle entendit Madame Gibbons confier à Madame Pettigrew. « Eh bien, si Émilie a fait ça, elle n'est pas pire que son père. On oublie, mais je me souviens parfaitement. Le vieux Carter a été démis de ses fonctions il y a des années pour malhonnêteté. »« C'est possible, » répondit Madame Pettigrew, « mais ce n'est pas un meurtre. D'ailleurs, M. Latham lui-même ne s'est-il pas disputé avec le colonel Harbottle à propos de cette horloge ? Le colonel a juré qu'elle était authentique, de style géorgien, et Latham a ensuite affirmé à tout le monde que c'était un faux. Le colonel ne lui a jamais pardonné. » Miss Marple, choisissant soigneusement son chou, remarqua le ton de délectation dans la voix de Madame Pettigrew. Les villageois oubliaient rarement un affront, et le colonel Harbottle n'était pas homme à supporter l'humiliation sans réagir. Plus tard dans l'après-midi, elle prit le thé avec Madame Dane, l'épouse du vicaire, profondément troublée. « Jane, je ne peux me défaire du sentiment que ce pauvre M. Latham avait d'autres ennemis qu'Emily Carter. Il était charmant quand il le voulait, mais il fouinait dans les affaires des gens, les objets de famille, les bricoles. Il achetait parfois aux ignorants et vendait aux naïfs. Et maintenant cette histoire de théière. » Miss Marple, qui tricotait sans relâche, leva les yeux. « Oui, la théière. Êtes-vous certaine qu'elle vient du service du presbytère ? » ?»« Tout à fait. Ma tante me l'a offert en cadeau de mariage. Un service complet, pot, tasse, sucrier. Il y a des années, le pot a disparu. Nous avons supposé que la femme de ménage l'avait cassé sans rien avouer. Et pourtant, il était là, sur la table de fête, jusqu'à ce qu'il tombe. » Miss Marple hocha la tête, un léger bourdonnement s'échappant de ses lèvres. Le schéma se précisait. Monsieur Latham avait, au minimum, pris possession de biens qui ne lui appartenaient pas. Ce soir-là, à la tombée de la nuit, Miss Marple était assise à la fenêtre de son salon donnant sur le chemin. Une charrette passa en cliquetant,
conduite par M. Huggins, le laitier, et la suivant d'un pas rapide se trouvait Madame Cynthia Bell. Son pas était rapide, son visage crispé. Elle remonta le chemin en direction de son cottage, jetant un coup d'œil derrière elle comme pour voir si on l'observait. Miss Marple repensa à leur précédente rencontre, le soulagement de Madame Bell, à la mort de M. Latham, ses explications nerveuses. Et elle se souvint d'un détail, insignifiant mais révélateur, de la fête. Madame Bell était dans la tente à thé peu avant l'effondrement, portant quelque chose enveloppé dans du lin. Elle avait dit que c'était un gâteau pour la tombola. Mais Miss Marple, l'œil perçant même dans l'agitation, avait remarqué que la forme n'était pas tout à fait celle d'un gâteau, plutôt cylindrique, plutôt d'une théière. Les fils se rassemblaient, mais pas encore pour former une tapisserie que le sergent Pierce aurait pu reconnaître. Il était encore occupé à se féliciter de son procès contre Emily. Mais Miss Marple, qui avait vu trop de drames villageois se transformer en tragédies, restait discrètement vigilante. « Les gens sont comme la porcelaine », songea-t-elle en posant son tricot. « Ils se brisent si facilement lorsqu'on exerce la bonne pression. Et parfois, la plus petite fracture révèle toute l'histoire. » Chapitre 6. Une perturbation dans la nuit. Rose Hill était devenue étrangement perturbée dans les jours qui avaient suivi la fête. Les portes avaient été verrouillées plus tôt, les volets tirés avec une fermeté qui suggérait plus qu'une simple habitude campagnarde. Malgré tous les ragots et toutes les déclarations assurées du sergent Pierce, un malaise subsistait. La vérité n'avait pas encore été découverte. C'est au cœur de la nuit, 2 jours après l'arrestation d'Emily Carter, qu'une nouvelle émeute secoua le village. Une lanterne vacillait dans le chemin, des pas précipités, puis un cri provenant du cottage de Madame Pettigrew. « Au feu! Au secours! Au feu !» Les villageois se sont précipités hors de leur lit, se sont habillés à la hâte et se sont précipités sur les lieux. L'incendie n'était pas important, juste un tas de chiffons fumant à la porte arrière du cottage Pettigrew, rapidement éteint à coups de seau d'eau. Mais ses conséquences furent considérables. Un petit incendie dans un village où rien ne passait inaperçu était aussi choquant qu'un coup de tonnerre dans un ciel clair. Miss Marple, enveloppée dans son châle, était parmi ceux qui s'étaient rassemblés, calme là où d'autres étaient essoufflés. Elle observa la scène avec sa prudence habituelle. Le feu, remarqua-t-elle, avait été allumé contre une caisse en bois, et dans les cendres de la caisse, une fois les flammes éteintes, elle distingua des fragments de porcelaine. « De la porcelaine ?» dit-elle doucement. « De la porcelaine cassée. » Le sergent Pierce, appelé hors de son lit, gonfla d'indignation. « Quelqu'un a essayé de détruire des preuves. Voilà ce qui se passe. C'est clair comme de l'eau de roche. » Madame Pettigrew se tordit les mains. « Mais qui voudrait brûler de vieux morceaux cassés devant ma porte de derrière? Je n'avais jamais rien gardé de tel. » Le regard perçant de Miss Marple se posa sur les tessons. Ils étaient des fragiles, avec une infime trace de myosotis bleu encore visible. Elle se pencha lentement, en prit un morceau de sa main gantée et l'examina. Oui, un morceau du même service, encore de la porcelaine manquante du presbytère. Au matin, le village était à nouveau en effervescence. Certains disaient que l'incendie prouvait la culpabilité d'Emily Carter. Des complices tentaient de brouiller ses pistes. D'autres murmuraient, plus sombrement, que quelqu'un d'autre, craignant d'être découvert, avait cherché à se débarrasser de preuves compromettantes. Miss Marple, assise à sa table de petit déjeuner avec son habituel œuf à la coque et ses toasts, réfléchissait à la question. Un incendie ne s'allume pas tout seul, et les coupables, déjà en état d'arrestation, ne tentent pas de détruire des preuves. Plus tard dans la journée, elle reçut une visiteuse discrète, Madame Dane, pâle et troublée. « Jane, » dit la femme du pasteur à voix basse, « je ne devrais peut-être pas en parler, mais je me sens obligée. Hier, en rendant visite à Madame Bell, j'ai vu une théière sur sa cheminée. Le même motif, les mêmes myosotis. Elle s'est empressée de la recouvrir d'un torchon quand elle a remarqué mon regard. » Miss Marple posa son tricot avec un soin délibéré. L'incendie chez Pettigrew, les tessons de porcelaine, et maintenant la cheminée de Madame Bell.
Merci, ma chère, dit-elle avec ce doux sourire toujours réconfortant. Ces petites choses, vous savez, ont une façon de s'arranger. Il suffit d'un peu de patience pour voir comment. Mais au fond d'elle-même, Miss Marple savait que l'affaire avait pris une tournure inattendue. Emily Carter, la pauvre enfant, était sans aucun doute innocente. Et quelque part, parmi les tasses de thé impeccables et les visages souriants de Rose Hill, un jeu bien plus dangereux se jouait. Chapitre 7. Conversation en toute confiance. Miss Marple n'était pas du genre à interroger. Les questions posées trop brutalement mettaient les gens sur la défensive, et la vérité avait plus de chances de s'échapper lorsqu'on paraissait simplement curieux, ou mieux encore, oublieux. Les jours suivants, elle vaqua à ses courses comme si rien ne l'occupait plus que l'état de ses roses ou la difficulté de trouver de la laine décente. Et pourtant, à chaque petite rencontre, elle tirait sur un fil qui s'était détaché. Son premier arrêt fut la maison du colonel Harbottle, où l'officier à la retraite était assis dans son bureau, entouré de trophées de campagnes passées, et, moins glorieusement, de factures impayées. « Du thé, Miss Marple » aboya-t-il en lui offrant une tasse avec une brusquerie militaire. « Un travail raté à la fête. Je n'ai jamais rien vu de pareil de toute ma vie. »« Oui, tout à fait, » répondit Miss Marple avec douceur. Elle prit son thé sans sucre. Et le pauvre monsieur Latham. Un homme d'entreprise, certes, mais peut-être pas toujours, universellement admiré. Le colonel renifla. Scélérat! Il a essayé de me ridiculiser avec cette horloge. Un faux, en effet. Zut! J'avais servi en Mésopotamie quand il vendait encore des chandeliers. Il se croyait plus intelligent que nous tous. Miss Marple hocha la tête, ses aiguilles claquant doucement. L'orgueil est une qualité si difficile. Il peut si facilement blesser les autres sans le vouloir. Le colonel fixa sa tasse. Je ne serais pas surpris qu'il soit terrassé par la Providence elle-même. Il a escroqué les gens de leurs biens, j'ose dire. Remarquez, Miss Marple, il avait des ennemis à foison. Elle laissa les mots traîner, puis changea de sujet pour parler des chrysanthèmes du colonel, dont il parla avec bien plus de satisfaction. Mais elle emporta avec elle l'amertume qui brûlait encore dans le cœur du vieux soldat. Le lendemain, elle réussit à rencontrer Madame Bell dans le chemin. La jeune femme était élégamment vêtue, mais ses yeux étaient cernés par la fatigue. « Ma chère, » dit doucement Miss Marple, « comment allez-vous? Ces événements pèsent lourdement sur nous tous. » Madame Bell hésita, puis laissa échapper un rire cassant. « Je le supporte comme il se doit. On ne peut s'empêcher de se sentir soulagé en quelque sorte. Monsieur Latham n'était pas... Eh bien, il n'était pas facile à vivre. »« Soulagé » répéta Miss Marple d'un ton doux, presque compatissant. « Ah oui, je comprends tout à fait. Il avait peut-être une certaine influence sur vous? Une petite influence, en quelque sorte. » La jeune femme rougit. « Ça ne regarde personne. Mais si vous voulez savoir, il était en possession d'un objet. Un objet qui m'a appartenu. Il a menacé. Oh, c'est stupide. Mais il a menacé d'en parler. Pour faire scandale. »« Ah !» murmura Miss Marple. « Oui, ces petites indiscrétions pèsent lourd, même si elles relèvent souvent davantage de l'imagination que de la réalité. Une veuve comme vous doit, bien sûr, être prudente ?» Madame Bell se raidit. « Vous comprenez trop de choses, Miss Marple. » Et sur ce, elle s'éloigna précipitamment. Miss Marple continua son chemin, pensive. Une veuve, donc, avec une ancienne relation que M. Latham avait cherché à exploiter. Chantage était un mot laid, mais sa forme flottait dans l'air. Ce soir-là, au presbytère, elle resta assise tranquillement pendant que Mme Dane et Mme Pettigrew discutaient de la tentative d'incendie. Mme Pettigrew déclara que c'était un vagabond. Mme Dane n'en était pas si sûre. Miss Marple, les mains soigneusement jointes sur ses genoux, parlait d'une voix presque rêveuse. C'est extraordinaire, n'est-ce pas, la fréquence à laquelle les gens tentent de détruire ce qui finira par les condamner. Le feu, l'eau, même l'enterrement dans le jardin. Et pourtant, des fragments subsistent, et ces fragments racontent leur histoire. Les femmes la regardèrent, perplexes, mais Miss Marple se levait déjà, les remerciant poliment pour le thé. Elle en avait assez entendu pour l'instant.
Sur le chemin du retour, elle s'arrêta une fois de plus devant la boutique d'antiquités au volet fermé. L'empreinte de main s'estompait enfin, floue par le temps. Mais dans son esprit, elle était toujours nette, celle d'une femme, pas celle d'Émilie. Elle en était convaincue. « Les gens se montrent », murmura-t-elle dans le crépuscule. « Il suffit d'écouter. » Chapitre 8. La révélation du vicaire. Les cloches de Saint-Michel sonnèrent faiblement le dimanche suivant la mort de M. Latham, leurs notes se répercutant à travers les haies comme l'écho de vieilles certitudes. Les villageois étaient au plus nombreux que d'habitude à l'office, car ces rassemblements étaient autant une source de réconfort que de dévotion. L'église, avec ses murs de pierre frais et ses hymnes familiers, donnait l'illusion que tout était calme dans le monde. Pourtant, sous les bonnets et derrière les livres de prière, les regards se posaient, les murmures s'agitaient, et les pensées s'attardaient non sur le sermon, mais sur la suspicion. Miss Marple, discrètement assise au milieu de la nef, observait bien plus que la liturgie. Madame Bell était agenouillée en prière, les lèvres mobiles, mais les yeux fermés, comme si elle privait de plus que la lumière du jour. Le colonel Arbottle chantait avec fracas, sa voix tonitruante surpassant celle de l'orgue. L'absence d'Emily Carter était remarquée par des regards en coin, et Madame Pettigrew, bien que pieuse comme toujours, semblait agitée, les mains frôlant son recueil de cantiques comme un moineau nerveux. Après la cérémonie, le thé fut servi dans le jardin du presbytère. C'est là que le vicaire, un homme doux plus enclin à la contemplation qu'à l'ordre, prit discrètement Miss Marple à part. Son visage, habituellement doux, était marqué par la tension. « Mademoiselle Marple, » dit-il à voix basse, « il y a une chose que je tiens à vous dire. Vous comprendrez pourquoi j'hésite à m'adresser directement au sergent Pierce. Il est trop pressé, je le crains, de s'emparer d'explications faciles. » Miss Marple leva les yeux vers lui avec un encouragement bienveillant. « Oui, mon cher, il vaut toujours mieux parler que de se taire trop longtemps. Le silence, j'ai constaté, est souvent plus dangereux que les mots. » Le vicaire jeta un coup d'œil autour de lui, puis se pencha. « Il s'agit du fonds de l'église. Monsieur Latham était trésorier de l'appel à la restauration. La semaine dernière, j'ai découvert des anomalies, des sommes manquantes, des reçus falsifiés. Je l'ai confronté gentiment, mais il est resté évasif. Il a dit que l'affaire serait bientôt réglée. Et maintenant ?» L'expression de Miss Marple resta sereine, bien que son regard se soit affiné. Détournement de fonds, donc, un autre mobile qui touchait toute la paroisse. Le vicaire ajouta gravement : « Je vous en prie, gardez ceci secret. Le village est déjà assez agité, mais je ne pouvais pas le garder entièrement pour moi. »« Tout à fait, ma chère, » dit Miss Marple. « La vérité cachée devient encore plus dangereuse. Merci de votre confiance. » Cet après-midi-là, en rentrant chez elle, elle retourna la question dans sa tête. Monsieur Latham avait de nombreux ennemis. Le colonel, amer par l'humiliation, Madame Bell, liée par un passé secret, Emily Carter, accusée à tort, mais certainement sous pression, et maintenant toute la paroisse, victime involontaire de malhonnêteté dans sa propre caisse paroissiale. Et pourtant, même au milieu de cet enchevêtrement, elle ne pouvait ignorer l'image du couvercle brisé de la théière, le fragile fragment de porcelaine, posé à côté de son corps comme pour se moquer de la solennité de la mort. Ce n'était certainement pas un accident, ce n'était pas une coïncidence. Ce soir-là, le sergent Pierce arriva au cottage de Miss Marple, l'air rouge d'importance. « On en a presque fini, » déclara-t-il. « Emily Carter sera inculpée dans la semaine. On a sa dette envers lui, sa dispute, son opportunité. Tout est réglé. » Miss Marple sourit, ses aiguilles à tricoter s'arrêtant un instant. « Tellement bien rangé, sergent. On pourrait presque le trouver trop bien rangé. » Il fronça les sourcils, incompréhensible, et s'éloigna, quelque peu agacé. Miss Marple reprit son tricot, bien que ses pensées fussent loin de la laine, car elle savait, aussi sûrement qu'elle connaissait le motif de ses points, qu'une nouvelle couche venait d'être ajoutée au puzzle.
Le vol des fonds de l'Église n'était pas une anomalie mineure. C'était un mobile suffisamment puissant pour justifier un meurtre. Et quelqu'un à Rose Hill, soupçonnait-elle, tremblait déjà à l'idée que cette vérité soit révélée. Chapitre 9. Le fil lâche. Le lundi, le village de Rose Hill semblait plongé dans un brouillard de spéculations. Les enfants étaient dégardés plus près de chez eux, les courses étaient faites avec plus d'empressement, et les conversations s'interrompaient brusquement à la mention de certains noms. Pourtant, sous cette prudence, la curiosité brûlait plus fort que jamais. À la poste, Madame Gibbons confia à Madame Wilton avoir entendu dire par son cousin de Marleycombe que la police allait porter plainte d'un jour à l'autre. Madame Wilton déclara n'avoir jamais fait confiance à cette Carter. Pendant ce temps, chez le boucher, une rumeur circulait selon laquelle M. Latham cachait des trésors dans sa boutique, des choses qu'il n'avait pas le droit de vendre. Miss Marple, comme à son habitude, passait d'une conversation à l'autre, hochant gentiment la tête sans jamais contredire. Mais ses pensées étaient ailleurs. Les ragots étaient souvent un voile. Derrière, on pouvait entrevoir la vérité, si l'on en examinait attentivement les contours. Cet après-midi-là, elle se dirigea d'un pas posé vers la boutique d'antiquités au volet fermé. L'empreinte de main sur la vitrine avait presque disparu, mais la mémoire de Miss Marple était plus précise que du verre. Elle remarqua autre chose cette fois, un petit éclat de porcelaine sur le rebord, coincé dans le cadre. Se penchant avec précaution, elle le ramassa de ses doigts gantés. Encore des myosotis. Ainsi, la boutique avait elle aussi autrefois abrité une partie des objets perdus du presbytère. Et si M. Latham avait vendu de tels objets, il ne l'avait pas fait ouvertement. Tandis qu'elle réfléchissait, elle entendit des pas derrière elle. Se retournant, elle trouva le colonel Arbottle debout dans le chemin. « Encore indiscrète, Miss Marple ?» demanda-t-il, la moustache hérissée. « Quelle perte de temps! Pierce a déjà la bonne personne. » Miss Marple sourit d'un air doux. « Oui, colonel, c'est toujours tellement rassurant quand les choses semblent réglées. »« Apparaître ?» aboya-t-il. « Comment ça, apparaître ? Tu crois que ce type a été étranglé avec de la vaisselle ?»« Pas étranglé, peut-être, » dit-elle doucement. « Mais la vaisselle a une curieuse façon de raconter des histoires, colonel. Il ne faut pas la sous-estimer. » Le colonel fronça les sourcils, marmonna quelque chose à propos des fantaisies féminines et s'éloigna à grands pas. Mais Miss Marple resta immobile, contemplant le minuscule éclat de porcelaine dans sa paume. Ce soir-là, elle prit à nouveau le thé au presbytère. Madame Dane, toujours hospitalière, servit une assiette de gâteau aux graines, bien que ses mains tremblaient légèrement en versant. « Ma chère Jane, » dit-elle en baissant la voix, « il y a autre chose que je dois vous dire. J'ai fouillé les placards du presbytère. Non seulement la théière, mais plusieurs tasses et soucoupes du service ont disparu. Elle a dû être volée il y a longtemps. Et je crains... Oh, je crains que ce ne soit M. Latham qui soit le voleur. Ou l'un de ses fournisseurs, dit doucement Miss Marple. Les trésors volés n'entrent pas spontanément dans les magasins. À ce moment-là, M. Dane, le vicaire, les rejoignit, un petit papier à la main. Il semblait troublé. Ceci est arrivé par la poste ce matin, adressé à Latham mais livré par erreur au presbytère. Il provient d'un marchand londonien. Il mentionne une commande pour le solde du service des myosotis. Le paiement était attendu la semaine dernière. De toute évidence, M. Latham était en affaires avec eux. Miss Marple accepta la lettre, les yeux brillant faiblement. Une relation londonienne. La porcelaine volée n'était donc pas un simple vol local, mais un acte de trafic. Et puis elle le vit. Une trace d'encre, comme si la lettre avait été manipulée avec une hâte nerveuse. Et sous la signature, une légère empreinte. Quelqu'un avait appuyé fort en écrivant. Un nom, Belle. Miss Marple plia soigneusement la lettre. Un fil avait été tiré, et elle commençait à entrevoir où il pourrait se défaire. Chapitre 10. Le piège commence à se resserrer. Le soleil d'été avait un peu perdu de sa chaleur lorsque les villageois se rassemblèrent à nouveau sur la pelouse,
cette fois pour le marché hebdomadaire. Les paniers débordaient de fraises, les poules gloussaient avec irritation dans leurs cageots, et tout autour résonnait le bourdonnement d'une vie ordinaire qui tentait de reprendre son rythme. Pourtant, comme l'observait Miss Marple depuis sa place près du stand de fleurs, les rires sonnaient creux, et les regards s'attardaient plus qu'ils n'auraient dû. Le sergent Pierce arriva d'un air suffisant, carnet à la main. Il s'arrêta pour s'entretenir avec le boucher, puis parla assez fort pour que la moitié du marché l'entende. « L'affaire avance bien. Les preuves s'accumulent contre la fille Carter. Je ne serais pas surpris si des accusations étaient apportées d'ici quelques jours. » Cette déclaration provoqua des hochements de tête chez certains, des lèvres pincées chez d'autres. Miss Marple, qui s'arrêtait patiemment pour choisir un petit bouquet de pois de senteur, se contenta de sourire comme si elle n'avait pas entendu. Cet après-midi-là, elle rendit visite à Madame Pettigrew. La pauvre femme, encore sous le choc de la tentative d'incendie dans son cottage, était devenue plus inquiète que jamais. Elle accueillit Miss Marple avec du thé et un torrent d'inquiétude. « Quel malheur, ça arrive dans mon jardin, et je n'y avais jamais vu de porcelaine cassée, pas une seule fois de ma vie. Croyez-vous que quelqu'un l'ait plantée, Miss Marple? Croyez-vous? » « Oui, ma chère, » dit doucement Miss Marple, « je crois qu'il a été placé. On ne tente généralement pas de brûler ses propres preuves compromettantes sur le pas de la porte de son voisin. C'est un dispositif maladroit, suffisamment maladroit peut-être pour être révélateur. » Madame Pettigrew haleta. « Mais qui ferait une chose pareille? » Les aiguilles de Miss Marple claquaient doucement sur ses genoux. Il faut toujours se demander à qui profite la suspicion. La pauvre Émilie est déjà accusée. Qu'est-ce qu'une ombre de plus jetée sur elle? Ce soir-là, Miss Marple reçut un mot glissé sous sa porte. Il n'était pas signé, écrit d'une main pressée. Il vaut mieux laisser les choses telles quelles. La fille est coupable, et s'en mêler ne servirait à rien. Elle le lut 2 fois, puis le plia soigneusement et le plaça à côté de sa Bible. Les menaces, elle le savait, naissaient souvent de la peur et non de la force. Quelqu'un à Rose Hill était effrayé, et la peur était le signe le plus sûr de la culpabilité. Le lendemain, Miss Marple réussit à retrouver Madame Bell, cette fois près du bureau de poste. La jeune femme était pâle, les mains serrées dans ses gants. « Quelle terrible nouvelle pour Emily Carter !» fit remarquer Miss Marple sur le ton de la conversation. « On ne peut s'empêcher d'éprouver de la pitié, et pourtant ce serait terrible que la mauvaise personne soit punie, tandis que le coupable reste en liberté. » Les yeux de Madame Bell clignèrent. « Vous parlez comme si... » « Oh, mais la police !» Miss Marple sourit gentiment. « La police est très diligente. Pourtant, elle se laisse parfois tromper par les apparences. Je me souviens d'une affaire familiale assez regrettable, avec une broche manquante et un scandale retentissant. On a accusé la mauvaise personne, et ce n'est que lorsque le véritable coupable, un homme inattendu, a fait preuve d'insouciance que l'affaire a été révélée. » Madame Bell pâlit, murmura une excuse et s'éloigna en courant. Tandis que Miss Marple observait sa silhouette s'éloigner, elle s'autorisa un léger sourire. Le piège psychologique était tendu. Une conscience coupable, même légèrement sollicitée, se trahissait souvent plus sûrement que n'importe quel contre-interrogatoire. Ce soir-là, alors que le crépuscule tombait et que les premières étoiles apparaissaient au-dessus de Rose Hill, Miss Marple était assise à la fenêtre de son salon, tricotant avec autant d'assiduité que d'habitude. Mais ses pensées n'étaient pas tournées vers les chaussons qui se formaient sous ses aiguilles. Elles étaient tournées vers le couvercle de la théière brisée, les tessons plantés, la lettre de Londres et le regard inquiet de Madame Bell. « La vérité, » murmura-t-elle doucement, « approche. Il lui suffit d'un moment opportun pour se révéler. » Chapitre 11. Un tournant soudain. Le lendemain matin s'annonça lumineux et d'une paix trompeuse. Les hirondelles filaient au-dessus de la verdure, et l'horloge de l'église sonnait l'heure avec une dignité tranquille. Pourtant, 1 heure plus tard, Rose Hill était à nouveau en effervescence. À l'auberge Rose & Crown, l'épouse de l'aubergiste était allée réveiller Emily Carter de sa petite chambre mansardée.
Emily était encore techniquement en garde à vue, mais autorisée à rester sous surveillance à l'auberge jusqu'à ce que des accusations formelles soient apportées. Elle était redescendue, paniquée, en pleurant qu'Emily soit partie. « Disparue, complètement disparue », déclara-t-elle à la foule grandissante dans le couloir. « Son lit est vide, ses affaires sont éparpillées. Fenêtre ouverte, rideau qui claque. Oh, la pauvre agneau, elle s'est enfuie par peur de la potence. » Le sergent Pierce fut appelé en toute hâte, l'orgueil blessé. Il fanfaronna et aboya des ordres, mais les villageois murmurèrent dans son dos que c'était une honte, qu'une fille s'échappe sous son nez. En quelques heures, les spéculations se répandirent comme une traînée de poudre. Certains y voyaient un aveu de culpabilité, d'autres que le pauvre enfant avait préféré fuir plutôt que d'être injustement blâmé. Miss Marple apprit la nouvelle par madame Pettigrew, qui se précipita vers sa porte, essoufflée d'excitation. « C'est comme une confession, Miss Marple. Sinon pourquoi s'enfuirait-elle » Miss Marple secoua doucement la tête. « Pas toujours, ma chère. Je me souviens du cas d'une femme de ménage, il y a des années, accusée de vol. Elle s'est enfuie aussi, non pas parce qu'elle était coupable, mais parce qu'elle craignait que personne ne croie à son innocence. La fuite est aussi souvent le fruit de la peur que de la culpabilité. » Dans l'après-midi, une nouvelle perturba encore davantage le village. Un fermier de passage avait trouvé, près de la haie de Marleycombe Road, un petit paquet enveloppé de tissu. À l'intérieur se trouvaient plusieurs autres fragments de la porcelaine Myosotis, soigneusement emballés, comme si quelqu'un avait voulu les dissimuler, mais avait laissé tomber le paquet précipitamment. Le paquet fut apporté au sergent Pierce, qui le brandit triomphalement. « Voilà, une preuve de plus contre la fille Carter. Elle l'a laissé tomber en courant. Une affaire classée, s'il en est. » Mais Miss Marple, présente, se pencha sur le paquet avec un léger intérêt. Le tissu, remarqua-t-elle, était en lin de bonne qualité, ourlé de minuscules points. Pas le genre d'objet qu'une villageoise posséderait. D'ailleurs, elle croyait avoir déjà vu de telles coutures, sur une nappe du cottage de Madame Bell. Elle ne dit rien à voix haute, se contentant de remarquer « C'est curieux, sergent, que du linge aussi fin serve à un usage aussi commun. » Le sergent Pierce, à côté de l'essentiel, bomba le torse. « Une preuve est une preuve, mademoiselle Marple. Cette fille est quasiment coupable. » Plus tard, seule dans sa chaumière, Miss Marple posa son tricot et réfléchit. La disparition d'Emily avait effectivement perturbé le portrait précis que le sergent Pierce avait dressé. Mais à ses yeux, cela ne traduisait pas de la culpabilité, mais du désespoir. Et le paquet de porcelaine, oh, c'était révélateur. Une preuve censée incriminer la jeune fille, pourtant enveloppée dans le linge de maison d'une dame. Le filet se resserrait. Miss Marple le sentait. Il ne manquait plus qu'une chose, le moment où la culpabilité, pressée de trop près, se révélerait au-delà du déni. Elle se laissa aller dans son fauteuil, le regard pensif. « Ce sont toujours les petites choses, » murmura-t-elle. « La couture sur un ourlet, l'éclat sur un rebord. Dans ces broutilles, la vérité s'impose. » Chapitre 12. Miss Marple prend des dispositions. La disparition d'Emily Carter laissa le village désemparé, telle une ruche privée de sa reine. Des murmures bourdonnaient à la poste. Chez le boulanger, à l'auberge, chaque détail était brodé jusqu'à ce que l'histoire ne ressemble plus guère à la vérité. Certains juraient qu'Emily avait été vue montant dans une charrette pour Marleycombe, d'autres qu'elle se cachait dans les bois, et certains affirmaient sombrement qu'elle s'était noyée dans l'étang. Le sergent Pierce, rouge de honte, transforma ses fanfaronnades en certitude. Elle sera bientôt rattrapée, et quand elle le sera, sa fuite la condamnera plus que n'importe quel procès. Miss Marple, qui l'écoutait avec des hochements de tête polis, pensait tout autrement. Dans son esprit, la disparition d'Emily ne faisait que clarifier la main qui guidait ses soupçons. C'était la peur, et non la culpabilité, qui l'avait poussée. Et la peur était un fil conducteur à suivre. Cet après-midi-là, Miss Marple rendit visite à Madame Dane au presbytère. Autour d'un thé et d'un gâteau éponge,
Elle lui demanda, l'air le plus innocent, si elle pouvait emprunter la salle paroissiale pour une petite réunion du cercle de couture des dames. « Bien sûr, » dit madame Dane, les sourcils légèrement froncés. « Tu parles vraiment d'un atelier de couture, Jane ?» Miss Marple sourit. « Oh oui, ma chère, nous allons coudre, c'est sûr, mais un peu de compagnie fait beaucoup de bien en ces temps difficiles. On parle plus librement quand on a les mains occupées. » Madame Dane, qui connaissait Miss Marple depuis assez longtemps pour reconnaître le regard dans ses yeux, ne posa plus de questions. Le lendemain, la moitié des dames du village se retrouvèrent assises autour des tables à tréteaux dans la salle, aiguilles flamboyantes, langues déliées. Les chrysanthèmes du colonel Harbottle furent comparés défavorablement aux roses de madame Pettigrew. Madame Wilton raconta une fois de plus comment elle avait vu Émilie laisser tomber une soucoupe. Madame Gibbons confia avoir un jour soupçonné M. Latham de tricher au whist. Miss Marple, assise au centre, laissait les bavardages l'entourer. Mais de temps à autre, elle laissait échapper une remarque, comme on lâche une maille, pour voir comment les autres la reprendraient. « Quel dommage !» dit-elle doucement, « pour ce paquet de porcelaine, si soigneusement emballé, dans un lin si fin. Ce n'est pas le genre de chose qu'on attend d'une servante, vous trouvez ?» Il y eut un léger acquiescement, un murmure de spéculation. Seule madame Bell, assise raide au bout de la table, demeurait silencieuse, son aiguille tremblant légèrement dans sa main. Plus tard, tandis que l'assemblée se dispersait, Miss Marple s'attarda auprès de madame Bell. Elle loua sa broderie, admira ses gants, puis, avec un sourire des plus doux, dit « C'est curieux, ma chère, comme le lin raconte son histoire. Chaque foyer a sa propre couture, sa petite astuce. J'ai souvent pensé qu'on pouvait identifier une maison aussi sûrement à sa couture qu'à son écriture. » Les yeux de madame Bell vacillèrent, puis se baissèrent. « Vraiment, » murmura-t-elle, « c'est très curieux. » Une fois partie, Miss Marple s'autorisa un léger soupir. Le piège était presque prêt. Les fragments de vérité étaient comme des morceaux de porcelaine, éparpillés, déchiquetés, mais formant un tout. Ce soir-là, elle écrivit 2 courts mots. L'un fut discrètement remis au sergent Pierce, le priant de se présenter au presbytère le lendemain. L'autre fut glissé sans cérémonie sous la porte du cottage de madame Bell. Il y aura un rassemblement au presbytère demain après-midi. La vérité sur M. Latham sera révélée. Il serait préférable que vous y assistiez. Cela fait, Miss Marple retourna à son tricot. Les chaussons poussaient sous ses aiguilles, laine bleu pâle douce comme le ciel à l'aube. Elle fredonnait un petit hymne, le visage serein, car elle savait que demain à cette heure-ci, le village ne serait plus divisé par la suspicion. Les coupables seraient démasqués, et tout dépendrait, comme c'était souvent le cas, de la plus petite et de la plus fragile des choses. Chapitre 13. Le rassemblement au presbytère. Le salon du presbytère était rarement aussi rempli. Le vicaire, l'air inquiet, se tenait près de la cheminée. Madame Dane, avec un calme serein, présidait à la table du thé. Le colonel Harbottle occupait un fauteuil au dossier rigide, sa canne serrée entre ses genoux. Madame Pettigrew, Wilton et Gibbons se serraient les unes contre les autres comme des poules attendant l'orage. Le sergent Pierce, carnet à la main, se tenait près de la fenêtre, l'air mi-fier, mi-sceptique. Et à l'autre bout de la pièce, pâle mais provocante, était assise madame Cynthia Bell. Miss Marple entra sans faire de bruit, son sac à tricot au bras. Elle prit sa place habituelle près du feu et joignit les mains avec élégance sur ses genoux. Le silence régnait dans la pièce. Une tension régnait dans l'air. Une tension que même le tic-tac de l'horloge semblait accentuer. « Mes chers amis, » commença Miss Marple d'une voix douce, « je vous ai fait venir car il me semble tout à fait inadmissible que des soupçons persistent dans notre village. La pauvre Emily Carter a disparu, poursuivie par la peur et des accusations injustes. La vérité doit être dite clairement, afin que l'innocence soit lavée et la culpabilité dûment reconnue. » Le sergent Pierce se redressa. « Si vous voulez mettre en doute les preuves, mademoiselle Marple. » Elle leva doucement la main. « Je ne doute de rien, sergent.
Je remets simplement les pièces à leur place, comme on le fait avec un puzzle. Et dans ce cas précis, les pièces sont vraiment minuscules. Des éclats de porcelaine, un couvercle cassé, un morceau de linge et une empreinte de main sur du verre. Les regards de la salle se tournèrent vers elle. Madame Pettigrew se pencha en avant, les lèvres entr'ouvertes. « Voyez-vous, poursuivit Miss Marple, l'affaire du couvercle de la théière cassée n'était pas un hasard. Elle appartenait au service du presbytère, volée pièce par pièce. Monsieur Latham trafiquait ce genre d'objets, mais il ne les volait pas lui-même. Il comptait sur les autres. Et lorsqu'il commença à aller trop loin, lorsqu'il menaça d'être démasqué, ou pire, il scella son sort. Le colonel Harbottle grogna. « Très bien, mais quel rapport avec la fille Carter ?»« Rien du tout, » dit Miss Marple sereinement. Émilie était innocente. Elle était simplement commode, pauvre, endettée, facile à accuser. C'est pourquoi des preuves ont été fabriquées contre elle. Le paquet de porcelaine, par exemple, si soigneusement emballé. Mais aucune servante n'utilise un linge aussi fin. Le point d'ourlet était celui d'une maison de dame. De la maison de Madame Bell, pour être précis. Un hoquet parcourut la pièce. Les mains de Madame Bell se crispèrent sur ses gants. « C'est absurde. Vous ne pouvez pas prouver. » Mais le regard de Miss Marple était doux, inexorable. « Je n'ai pas besoin de prouver, ma chère. Les fragments eux-mêmes parlent. Le linge venait de votre chaumière, ourlé de votre main. L'empreinte de main sur la fenêtre de Latham était fine, trop basse pour un homme de grande taille, trop fine pour une femme de campagne. C'était la vôtre. Et lorsque nous nous sommes rencontrés dans le chemin, vous vous êtes trahi encore davantage. Vous avez exprimé votre soulagement à sa mort. Soulagement, non chagrin ni choc, car vous saviez qu'avec la mort, son emprise sur vous prenait fin. Le silence dans la pièce était pesant, rompu seulement par la respiration brusque de Madame Wilton. Madame Bell se leva brusquement, le visage impassible. « Il m'aurait ruiné !» s'écria-t-elle. « Il avait des lettres stupides, écrites avant mon veuvage. Il menaçait de les vendre, de les montrer. La famille de mon défunt mari ne lui aurait jamais pardonné. Je voulais seulement lui faire peur. Il s'est moqué de moi. Il m'a attrapé par le bras. Et, oh, je l'ai frappé avec la marmite. Il est tombé. Le couvercle s'est brisé. Je n'aurais jamais pensé. Je n'aurais jamais voulu. » Ces mots tombèrent, brisés et désespérés, jusqu'à ce qu'elle s'affaisse sur sa chaise, son visage caché dans ses mains. Le sergent Pierce s'agita maladroitement, ses certitudes s'effritant. « Eh bien, cela nécessitera un rapport complet, » marmonna-t-il. Miss Marple croisa les mains une fois de plus, l'air triste. « Un meurtre n'est jamais bien fait, mon cher sergent. Il commence par le désespoir, se poursuit par de petites tromperies et se termine en tragédie. La pauvre Émilie a fui par peur d'une fausse accusation, mais elle reviendra, je pense, dès qu'elle aura appris la vérité. » Le vicaire murmura une prière. Le colonel Harbottle fixait le feu d'un air sombre, et Madame Bell pleurait doucement, le bruit emplissant la pièce comme la porcelaine fragile brisée. Chapitre 14. Conséquences à Rose Hill. Les jours qui suivirent le rassemblement au presbytère furent étrangement calmes. L'air lui-même semblait paisible, comme si le village, apaisé par ses propres murmures, avait décidé de faire preuve de plus de douceur. Pourtant, le silence ne dura jamais longtemps à Rose Hill, et bientôt les langues recommencèrent à se mêler, quoique sur un ton différent. Au bureau de poste, Madame Gibbons a déclaré qu'elle avait toujours soupçonné Madame Bell. « Quelle femme agitée !» dit-elle avec assurance. « Elle ne vous a jamais regardé droit dans les yeux. Et ses gants cachent bien plus que des mains, à mon avis. » Madame Wilton, pour ne pas être en reste, a affirmé qu'elle avait gelé vue depuis le début. Quand elle est sortie précipitamment de la fête, je me suis dit « Quelle culpabilité si jamais j'en ai vu !» La pauvre Émilie n'en avait jamais eu. Une fille peut faire tomber une soucoupe, mais ça ne fait pas d'elle une meurtrière. Au Rose and Crown, le colonel s'est vanté de sa certitude que quelque chose clochait, alors qu'il avait en réalité déclaré le contraire quelques jours auparavant.
Un chantage raté, voilà ce que c'était, a-t-il déclaré en bombant le torse. Ce type a eu ce qu'il méritait. Non pas que je cautionne le meurtre, vous comprenez, mais c'était inévitable. Miss Marple, qui écoutait tout cela avec sa douceur habituelle, songea à la rapidité avec laquelle la culpabilité s'oubliait une fois le coupable identifié. Les mêmes lèvres qui avaient recondamné Émilie la plaignaient maintenant, et les mêmes voix qui avaient défendu M. Latham hochaient la tête devant sa malhonnêteté. Telle était la nature humaine, et elle n'y gardait aucune rancune. Émilie Carter, lorsqu'elle revint enfin, pâle, amaigrie mais soulagée, fut accueillie avec une gentillesse débordante, comme si sa brève disparition n'avait été qu'un simple congé. Madame Pettigrew lui offrit des gâteaux. Madame Wilton déclara qu'elle lui trouverait un autre poste si nécessaire, et le sergent Pierce, le visage rouge, marmonna quelque chose à propos de preuves trompeuses. Quant à Madame Bell, elle fut discrètement emmenée de sa chaumière un matin, escortée par 2 simples officiers. Elle marchait avec dignité, mais la tête baissée. Certains la plaignaient, d'autres la condamnaient, mais tous s'accordaient à dire que le village n'oublierait jamais le jour où le couvercle d'une théière brisée révéla un secret plus sombre que quiconque ne l'avait imaginé. La vie reprit son rythme. Les canards retournèrent à leur étang, les enfants à leur jeu, et la femme du pasteur à son jardin. Et pourtant, sous tout cela, subsistait le souvenir d'une fragilité, la conscience que sous la surface polie de Rosehill, des fissures étaient apparues, aussi fines que celles de la porcelaine elle-même. Miss Marple, de nouveau assise dans son petit salon, y réfléchissait tranquillement. Son tricot grandissait sous ses mains, et elle songea combien les vies humaines ressemblaient à des motifs en laine. Une maille ratée, un fil tiré, et bientôt un tissu entier se défaisait. Pourtant, avec de la patience, on pouvait le raccommoder. La sonnette retentit. C'était Madame Dane, qui apportait un pot de sa propre marmelade en guise de remerciement. Elle resta assise un moment avec Miss Marple, et elles sirotèrent ensemble du thé dans des tasses ordinaires, sans motif ni ornement. « Quel bonheur que ce soit terminé !» dit Madame Dane. « Je ne pense pas que le village aurait pu supporter une semaine de plus de rumeurs. »« Oui, » acquiesça doucement Miss Marple. « La vérité, aussi douloureuse soit-elle, est toujours plus douce que le soupçon. Elle permet aux gens de se reposer. » Et à l'extérieur de la fenêtre, les hirondelles plongeaient et tournoyaient dans le ciel d'été, comme si la vie elle-même avait choisi de reprendre son cours régulier, laissant derrière elle le faible écho de la porcelaine brisée. Chapitre 15. Réflexion autour d'un thé. L'été s'attardait doucement à Rosehill, comme pour adoucir l'ombre laissée par les récents événements. Le champ de fête avait été déblayé, les tréteaux rangés, et la pelouse était à nouveau le repère des enfants et des chiens. En apparence, tout semblait revenu à la normale. Pourtant, en tendant l'oreille chez le boulanger ou en s'attardant au guichet de la poste, on pouvait encore saisir le ton. Le crime, bien que résolu, avait laissé des traces. Il ne s'agissait pas d'une inconnue, après tout, mais d'une des leurs, une femme admirée pour son assurance, présente à leur goûter, et qui révélait maintenant son potentiel violent. Le choc de cette vérité ne s'estomperait pas si facilement. Miss Marple, dans son cottage tranquille au bord du chemin, le comprenait mieux que quiconque. Un après-midi, elle servait du thé lorsque la jeune Émilie Carter sonna timidement à sa porte. « Entrez, ma chère, » dit gentiment Miss Marple. « Vous avez déjà meilleure mine, vos joues ont repris des couleurs. Asseyez-vous et mangez une part de gâteau aux graines. Après les ennuis, il est toujours préférable de se nourrir. » Émilie obéit, et au bout d'un moment, ses yeux se remplirent de larmes. « Je ne sais comment vous remercier, Miss Marple. Sans vous, on me prendrait encore pour une voleuse, et pire encore. » Ils ont dit des choses pareilles. Miss Marple lui tapota doucement la main. « Les gens disent des choses, ma chère, quand ils ont peur. Il est plus facile de pointer du doigt les pauvres que d'affronter la réalité inconfortable des aisés. Ne vous laissez pas blesser trop profondément. Le village finira par oublier, mais j'espère que vous en tirerez une leçon. » « Quelle leçon, madame ?»
L'innocence est rarement évidente, et la culpabilité rarement évidente. La nature humaine n'est pas aussi simple que le sergent Pierce aime à le croire. Émilie hocha la tête, même si elle ne comprenait pas tout à fait. Miss Marple sourit. Elle savait que la compréhension viendrait avec les années. Plus tard, après le départ d'Émilie, Miss Marple était assise dans son jardin, tricotant, observant les abeilles voltiger parmi la lavande. Elle pensait à Madame Bell, désormais loin, attendant son procès. Une femme non pas intentionnellement méchante, mais mue par la peur, par le besoin désespéré de préserver sa place dans le monde. Tant de tragédies, songea Miss Marple, naissaient non de la malveillance, mais de la faiblesse. Le couvercle brisé de la théière lui avait semblé insignifiant au premier abord, une simple porcelaine brisée lors d'une fête. Pourtant, il s'était révélé être la clé d'un système de tromperie, de chantage et de désespoir. Combien souvent, songea-t-elle, les plus petits détails recèlent les plus grandes vérités. Alors que le crépuscule s'épaississait, elle rangea son tricot et écouta le son des cloches de l'église dans les champs. La vie continuerait, comme toujours. Les jardins fleuriraient, les poules pondraient, et les villageois bavarderaient. Pourtant, quelque part, nichée au cœur tranquille de Rose Hill, une histoire subsistait, une histoire de porcelaine et de lettres, de culpabilité et de peur, celle d'un couvercle brisé révélant une âme brisée. Miss Marple, sereine dans son fauteuil, ferma les yeux un instant et murmura : « La nature humaine, après tout, toujours la même, où qu'on la trouve. » Et avec cette douce pensée, le village de Rose Hill reprit ses habitudes, fragile, ordinaire et si facilement brisé. Chapitre 16. Épilogue dans le jardin. C'était un matin comme tant d'autres à Rose Hill. L'air était pur, les haies parsemées de chèvrefeuilles, et le facteur sifflait joyeusement en faisant sa tournée. Un étranger de passage n'aurait peut-être jamais deviné que le petit village avait été, quelques semaines auparavant, le théâtre de scandales et de morts. Au presbytère, Madame Dane dirigeait les jardiniers. À la poste, Madame Gibbons s'affairait à une nouvelle livraison de timbres. Le colonel Harbottle, aperçu descendant le chemin, paraissait aussi fier que s'il avait résolu l'affaire lui-même. Même le cottage de Madame Pettigrew, autrefois théâtre d'un incendie et d'une panique générale, sentait maintenant la cire à la lavande et le pain frais. Ce n'est que dans les moments plus calmes que les villageois se souvenaient du visage pâle de Madame Bell, de ses mains tremblantes et du mot murmuré meurtre. Déjà leur conversation s'orientait vers d'autres sujets, la récolte, le bazar d'automne, la qualité de la bière de M. Carter. La nature humaine, songea Miss Marple, avait une grande capacité à oublier ce dont elle ne voulait pas se souvenir. Elle était dans son jardin ce matin-là, en train de tailler un rosier, lorsque Madame Wilton s'est arrêtée à la porte. « Bonjour, Miss Marple, » lança-t-elle. « Je disais justement à Madame Gibbons combien vous étiez intelligente. Sans vous, la pauvre Émilie serait peut-être encore suspecte. Nous vous sommes très reconnaissants. » Miss Marple sourit en posant ses ciseaux. « Pas du tout, ma chère. J'ai simplement remarqué ce qui était déjà là. Les plus petites choses sont souvent les plus révélatrices, pour peu qu'on y regarde de plus près. » Madame Wilton hocha la tête, même si elle ne comprenait visiblement pas, et s'éloigna précipitamment. Restée seule, Miss Marple se redressa lentement, époussetant la terre de ses gants. Elle contempla les roses, si délicates, si fragiles, et pensa à leur ressemblance avec des vies humaines. D'apparence robuste, la moindre fissure, la moindre pression pouvait pourtant les briser. Le couvercle brisé de la théière était un de ces objets, trivial, presque absurde. Pourtant, dans sa fracture résidait toute une histoire de peur, de chantage et de meurtre. Miss Marple ramassa son panier, se tourna vers sa chaumière et sourit faiblement. Il y aurait d'autres mystères dans la vie, elle n'en doutait pas. Pas toujours liés au crime, parfois simplement au caractère. Et elle, avec ses aiguilles, ses roses et sa discrétion, serait là pour les remarquer.
Alors qu'elle fermait le portail du jardin derrière elle, les cloches de l'église sonnèrent l'heure. La vie à Rose Hill, malgré ses fissures et ses ombres, continuait. Et Miss Marple, sereine et vigilante, retourna à son thé